Il est 8h14, votre invité Sonia Mabrouk est le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Pour alléger la facture des Français, soutenir surtout les plus modestes, est-ce que l'idée d'un chèque carburant, un peu sur le même modèle que le chèque énergie, va bientôt être annoncée par l'exécutif ? En tout cas, je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité. Je vais peut-être prendre juste quelques instants pour qu'on dise bien les choses et qu'on les mette à plat. Aujourd'hui, 1 litre de diesel, c'est environ 1,55 €. Là-dessus, vous avez quasiment 60 centimes d'euros de taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques. 30 centimes d'euros de TVA. Ça fait 90 centimes de taxes. Alors certains nous disent qu'il faut impérativement baisser les taxes sur le carburant. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. D'abord parce que ça coûte très cher. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. En deuxième lieu, c'est injuste. C'est-à-dire que celui qui prend un gros 4x4 très motorisé qui fonctionne au diesel recevra la même compensation financière de l'État qu'une aide-soignante qui est obligée de prendre sa Clio pour sillonner les routes et faire son travail d'aide-soignante. Et en troisième lieu, c'est une subvention à des carburants fossiles. Précisément ce dont on veut se débarrasser. Pour toutes ces raisons, je pense que l'option de baisse de la fiscalité est une option qui n'est pas raisonnable économiquement, qui n'est pas sage environnementalement, et donc il vaut mieux préférer l'option du chèque carburant, même si je le dis très sincèrement, il reste du travail à faire, parce que c'est précisément l'objectif, c'est surtout savoir que ça puisse arriver le plus rapidement possible vers les Français. J'ai été pendant 2 ans chargé de répondre à la crise économique. Quand il y avait le fonds de solidarité, il fallait s'assurer que ça aille vite vers les consommateurs, que ça aille vite vers les personnes qui étaient touchées par la crise économique. La même chose, il faut que le chèque puisse aller rapidement vers ceux qui en ont le plus besoin. En tous les cas, c'est cette piste qui est désormais privilégiée. Bruno Le Maire, avec cette envolée des prix, est-ce que l'État gagne de l'argent ? Vous entendez ce que disent certains, à l'instar de Xavier Bertrand, affirmant que l'État a perçu 2 milliards d'euros de taxes supplémentaires et qu'il faut rendre l'argent maintenant. Oui, je trouve toujours très surprenant de la part de ceux qui veulent devenir chefs de l'État d'opposer les Français et leur État. Je ne trouve pas ça responsable. Mais est-ce que c'est vrai ? L'État ne se fait pas d'argent sur le dos des Français. Et en plus, c'est faux, c'est un mensonge. Aujourd'hui, l'État va gagner à peu près en TVA supplémentaire sur l'année 2022. Si les prix restent au niveau que j'indiquais, j'étais très transparent sur les taxes que touchait l'État sur 1 litre de carburant, nous pourrions toucher 2,5 milliards d'euros de TVA supplémentaire. Si on prend la même année 2022 et qu'on regarde le prix du chèque qui a déjà été augmenté, le chèque énergie, 600 millions d'euros. Si on regarde le plafonnement du prix du gaz annoncé par le Premier ministre, si vous ajoutez à cela le plafonnement du prix d'électricité début 2022 à 4% d'augmentation, alors que si on regardait la règle du marché, il devrait augmenter de 12%. Vous en avez pour 5 milliards supplémentaires. Donc il ne reste plus rien. L'État ne fait pas d'argent. D'un côté, l'État va dépenser 5,6 milliards d'euros pour protéger les ménages les plus modestes, et de l'autre, il va engranger 2,5 milliards. Alors sauf à ce que Xavier Bertrand ne sache pas calculer, ce que je ne peux pas imaginer, l'État va dépenser 2 fois plus que ce qu'il va gagner. Et d'ailleurs, en règle générale, Sonia Mabrouk, quand il y a une crise énergétique, une crise pétrolière, ça coûte très cher à l'État. Il a moins de recettes d'impôts sur les sociétés, mais moins de j'allais vous recettes. poser la question sur la croissance, parce que ça peut avoir un impact, malheureusement, sur notre croissance dans ce cas-là. Ça peut aussi, effectivement, avoir un impact sur la croissance, aussi avoir un impact sur l'impôt sur les sociétés. Donc, en tout état de cause, l'État ne gagne pas d'argent en période de crise énergétique. Il est obligé d'en dépenser davantage. Nous vivons, Bruno Le Maire, une période paradoxale. De nombreux indicateurs économiques, il faut le reconnaître et il faut le dire, sont au vert. Le chômage baisse. Vous avez, et personnellement, vous avez géré, comme on le dit, la période Covid. Mais ces augmentations de prix mettent à mal toute votre stratégie. Aujourd'hui, vous avez beau affirmer, monsieur le ministre, que le niveau de vie des Français s'est amélioré. Le pouvoir d'achat n'est-il pas en train de devenir votre talon d'Achille aujourd'hui ? Je ne crois pas du tout, et je considère que ça ne met pas à mal notre stratégie, puisque notre stratégie, nous l'avons définie depuis près de 5 ans avec le président de la République. Ça fait près de 5 ans que je suis ministre de l'économie et des finances. Je crois avoir peu parlé de pouvoir d'achat et beaucoup parlé de travail, d'emploi, de soutien aux entreprises. Et les résultats, vous l'avez dit, ils sont là. Je rentre tout juste de Washington. Qu'est-ce que m'ont dit nos partenaires étrangers ? Ils ont dit, chapeau la France. 6,25% de croissance. Un taux de chômage après la crise qui est plus bas qu'avant la crise.
un taux d'investissement qui remonte, des marges des entreprises qui n'ont jamais été aussi élevées depuis plusieurs années. Tout va bien. Je dis juste qu'après la crise économique la plus grave depuis 1929, nous avons rétabli la situation et nous avons une France qui sort en position de force du point de vue économique. Est-ce qu'ensuite, pour autant, les Français sont satisfaits et disent « tout va bien pour nous, on arrive à s'en sortir ». J'ai bien conscience que non. Et qu'il faut continuer à faire ce que nous avons fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire continuer à aider ceux qui sont les plus modestes, continuer à soutenir la rémunération du travail, nous le faisons. Aujourd'hui, une personne qui est au niveau du SMIC, un peu plus de 1 250 € net par mois, grâce à la prime d'activité, grâce à l'intéressement, à la participation, à la défiscalisation des heures supplémentaires, à la suppression d'un certain nombre de cotisations, elle va toucher quasiment 1 500 €, pas moins de 1 500 € net. Les faits sont têtus, les prix ont plus augmenté que le pouvoir d'achat. Et certains Français vous demandent plus. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne a publié une étude sur les salaires en Europe et en France. Les salaires font du surplace. Ils marquent le pas. Ils sont inférieurs à ceux en vigueur, notamment dans les pays d'Europe du Nord. Ça, c'est têtu. Il faut regarder l'intégralité de l'étude, Sonia Mabrouk, parce qu'elle est effectivement très intéressante. Vous regardez le verre à moitié plein, je me permets de regarder ce qui ne va pas. Je ne regarde pas le verre à moitié vide ou à moitié plein, je regarde l'ensemble du paysage économique français. Et quand vous regardez les salaires, ce qui est intéressant si vous regardez cette étude, c'est qu'elle confirme deux choses. Qu'effectivement, le salaire médian, il est plus faible en France que dans les autres pays, mais qu'en revanche, le salaire minimum, le SMIC, est un des plus élevés de tous les pays développés sans exception. Et là, vous avez le problème français. Le problème français n'est pas le niveau de base du SMIC avec tous les compléments que nous avons apportés, même si vivre avec le SMIC n'est pas évident. La véritable difficulté française, c'est la dynamique salariale. C'est la trappe à bas salaire. C'est le fait que lorsque vous êtes au SMIC, vous avez envie légitimement de pouvoir gagner plus, de construire votre vie, de faire des projets, de dire je vais acheter une maison, un appartement, je vais pouvoir investir. Une maison individuelle, n'est-ce pas ? Oui. Je vais pouvoir investir. Et là, on s'aperçoit que la dynamique salariale, elle n'est pas là en France. Oui, mais est-ce que vous reconnaissez ? Pourquoi, Sonia Mabrouk ? Parce que c'est ça la véritable difficulté pour un Français. À cause de la désindustrialisation ? Exactement. C'est parce que notre pays, depuis 30 ans, notre pays a fait le choix de laisser partir son industrie. Mais vous êtes au pouvoir depuis longtemps. C'est de la productivité et la productivité, ce sont des salaires. Très bien, depuis 30 ans, mais malheureusement, vous y participez. Quand je dis vous, c'est-à-dire plus largement. Non, Sonia Mabrouk, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Précisément parce que vous n'avez pas été ministre, vous n'avez pas été... Oui, j'ai été ministre de l'Agriculture. Pardon, je me suis occupé des paysans le mieux possible. Mais dans un gouvernement dans lequel vous étiez solidaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dis simplement que depuis 2017, où je suis en charge de l'économie, et pas de l'agriculture ou des affaires européennes. Nous avons, avec le président de la République, précisément choisi cette stratégie de réindustrialisation et de soutien à l'emploi. C'est la stratégie dont vous parliez. Et je pense que c'est la bonne, parce qu'au bout du compte, c'est la seule qui rendra vraiment du pouvoir d'achat aux Français. C'est le temps long, vous le reconnaissez. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous dites... Sonia Mabrouk, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est du temps long. Et c'est précisément ce que nous voulons faire, réindustrialiser, pour avoir des salaires qui soient plus élevé grâce aux gains de productivité, investir dans l'innovation, c'est le plan d'investissement qu'a annoncé le président de la République, et en finir avec le chômage de masse, c'est ce que nous sommes en train de réussir en passant sous la barre des 8%. Les Français ont tort de se plaindre, pour vous finalement. dire les choses simplement, effectivement, nous visons le temps long. C'est ce qui n'a pas été fait en politique depuis des années. On a visé le temps court et on a fait du pouvoir d'achat à crédit. On versait des subventions, des aides, des allocations. Mais je ne considère pas qu'il y ait urgence, il y a urgence sur l'énergie, ça c'est vrai. Il y a urgence à protéger les plus faibles contre l'augmentation du prix du gaz et contre l'augmentation du prix de l'essence. Nous le faisons, elle est là l'urgence. Mais se dire, en matière de pouvoir d'achat, il faut, comme le proposent tous les candidats à la présidence de la République, dans un assaut de démagogie considérable, il faut boucher les trous du pouvoir d'achat par de la subvention et par des allocations. Ça s'appelle du pouvoir d'achat à crédit que paieront nos enfants et nos petits-enfants. Nous, avec Emmanuel Macron, nous refusons cette solution de facilité et nous faisons de l'investissement de long terme. On fait du pouvoir d'achat durable. Mais est-ce que vous avez le luxe de ce long terme ? Quelques gilets jaunes ont déjà opéré un discret retour, il faut le dire, sur le terrain, Bruno Le Maire, ces jours-ci. Est-ce que l'hypothèse d'une dégradation brutale du climat social est à craindre de votre point de vue ? Vous prenez le temps de la réflexion. J'ai la faiblesse de penser que... oui, je prends le temps de la réflexion, c'est des sujets qui sont importants, mais j'ai la faiblesse de penser que les Français comprendront cette stratégie de long terme et verront, résultats à l'appui, puisque les résultats sont là, sur le chômage, sur la croissance, sur l'investissement, que cette direction qui consiste à redonner un emploi à chaque Français, qui soit un emploi avec de la dynamique salariale grâce à la réindustrialisation, c'est la bonne stratégie. Et que pour autant...
Nous ne passons pas à côté des difficultés immédiates, celles des gilets jaunes. Évidemment qu'on a tous été marqués par la crise des gilets jaunes. Et lorsqu'il y a une augmentation aussi forte du prix du gaz, une flambée du prix du gaz, une flambée des prix des carburants, nous ne restons pas inertes, nous ne restons pas les bras croisés. Avec le Premier ministre, avec le Président de la République, je vous le dis, nous travaillons avec à des solutions. Gel du prix du gaz, limitation du prix de l'électricité, et chèque carburant qui me paraît l'option la plus responsable. Et plus largement. Mais pour autant, ne dévions pas de notre stratégie. Et je suis convaincu qu'en 2022, c'est ce dont les Français nous seront reconnaissants. Plus largement, Bruno Le Maire, pour calmer les différentes revendications, est-ce que l'argent magique va continuer de couler à flot ? Mais il n'y a pas d'argent magique. Policiers, harkis, agriculteurs, jeunes, plan Marseille, etc. J'arrête ma liste, je continue. Vous pouvez la continuer, mais il n'y a pas d'argent magique. Il y a des dépenses qui ont été annoncées au mois de juillet, des dépenses supplémentaires pour protéger les Français. La gendarmerie, la police, la justice, moi je vous le confirme, s'il y a des gens parmi les candidats à la présidence de la République qui estiment qu'il ne faut pas dépenser d'argent pour les gendarmes, ils dénoncent votre folie dépensière pour Valérie Pécresse, vous cramez la caisse. En quoi ils ont tort ? Sonia Mabrouk, vous êtes l'argentier de Bercy, on vous a connu très rigoureux sur les comptes publics. Mais je suis toujours aussi rigoureux, je vous rassure, mais ils ont tort parce qu'ils sont totalement incohérents. Vous parliez de Valérie Pécresse, elle nous dit ils vont cramer la caisse. Bon, d'abord je ne sais pas très bien ce que veut dire cette expression, on a protégé les Français. Si elle voulait qu'on ne protège pas les Français pendant la crise, qu'elle l'assume. Mais l'argent qui a été dépensé, comme elle dit, cramer la caisse, 16 points de dette publique en plus, c'était pour protéger les salariés, pour protéger les compétences, pour protéger les entreprises. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de chômage inférieur à celui d'avant la crise et un taux de faillite, un nombre de faillites inférieur à celui d'avant la crise. Si on appelle ça cramer la caisse, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ces dépenses sont toutes au budget voté ? Et par ailleurs, la même personne. Et on peut prendre l'exemple de Valérie Pécresse, on prend celui de Xavier Bertrand, on prend celui de tous les candidats à la présidentielle, sans exception, propose une augmentation générale des salaires de 10% qui coûte 25 milliards d'euros par an, qu'elle ne sait pas financer. Donc ce que je dénonce, c'est l'incohérence de tous ces candidats qui vous disent, d'un côté, vous dépensez trop, mais de l'autre, rassurez-vous, on va dépenser encore plus. Mais est-ce que vous dénoncez l'incohérence alors de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui dit la même chose ? Édouard Philippe n'est pas candidat à la présidence de la République. Non, mais il tire la sonnette d'alarme sur les comptes publics. Est-ce que vous trouvez qu'il est bien placé pour vous faire la leçon après avoir été aux manettes ? Ce qui compte pour moi, c'est que les comptes publics de la France soient bien tenus. Apparemment, il ne vous fait pas confiance pour le mener, puisqu'il dit qu'il crée son parti pour le faire. Depuis 2017, où je suis ministre des Finances, nous sommes repassés sous la barre des 3% de déficit et nous avons rétabli les comptes publics en retirant la France de la procédure pour déficit excessif, c'était en 2018. Dans un deuxième temps, nous avons fait face à la crise la plus grave depuis 1929. Nous avons fait le choix du quoi qu'il en coûte avec le président de la République pour protéger les Français. Je revendique ce choix. Et nous avons commencé depuis le rétablissement des comptes publics. J'ai annoncé la fin du quoi qu'il en coûte en septembre. Nous aurons en 2022 une dette inférieure à celle de 2021 et un déficit public qui ne sera pas supérieur à 5%. Donc nous avons commencé à baisser le déficit public. J'entends bien. Vous ne m'avez pas répondu sur Édouard Philippe. Critique, mais ce n'est pas Édouard Philippe ou l'un ou l'autre qui compte. Ce qui compte, un ancien Premier ministre qui vous dit qu'il faut mettre de l'ordre dans les comptes publics, ça nous interpelle. Ce qui compte, c'est que les comptes publics soient effectivement en ordre. Ils le sont. Mais est-ce qu'il a raison quand il dit qu'il y a du désordre ? Avec une stratégie qui est claire, avec un calendrier qui est clair et avec une méthode de désendettement, de rétablissement des finances publiques qui est claire aussi. Mais je vous disais tout à l'heure, je rentre de Washington. J'ai discuté avec l'ensemble des ministres des Finances européens ou américains. J'ai vu le président de la Fed, la secrétaire américaine au Trésor. Nous avons tous la même stratégie, qui est celle d'un rétablissement progressif des comptes publics. Si certains veulent tailler à la hache dans les dépenses dès l'année prochaine et tuer la croissance, grand bien leur face. On a déjà fait cette erreur au moment de la crise de 2010 et 2011. On ne la refera pas en 2022. Je rappelle, puisque je vais citer l'ancienne ministre du Budget qui nous fait la leçon sur les comptes publics, que quand elle était ministre du Budget, qu'elle a quitté le pouvoir, elle a laissé 26 points de dette publique supplémentaires. Elle a laissé une croissance à 0. Mais vous étiez dans ce même gouvernement ? J'étais ministre de l'Agriculture. Mais d'accord, mais vous étiez solidaire d'un gouvernement. Sonia Mabrouk, je ne vais pas reprocher à Julien de Normandie, qui est ministre de l'Agriculture, des décisions qui sont prises sur l'économie et les finances. Il y a un principe de responsabilité. Donc je redis que notre stratégie consistant à faire le choix de la croissance, sortir la France du chômage et rétablir progressivement les finances publiques est à mon sens le seul choix responsable pour la France. Quoi qu'en dise Édouard Philippe.
Mais Édouard Philippe, je n'ai pas entendu critiquer cette stratégie. Bon, très bien, on va continuer à en parler sur ce sujet. D'autres, nous parlerons aussi de l'horizon 2030, puisque Mathieu Bocoté et puis Dimitri Pavlenko vont nous rejoindre pour prolonger cet entretien, monsieur le ministre. D'ailleurs, je vous